Il y a un truc que je comprends pas. On a classé tous les atomes dans l'ordre, du plus petit à un électron au plus gros qui en ont plus d'une centaine. Alors, c'est quoi ces deux familles à part? Elles sont un peu spéciales. Les lanthanides, tu connais, c'est les terres rares qu'on trouve dans le sol, dont le fameux néodyme. C'est lui qui donne leur puissance aux aimants. Avec ses frères et sœurs, il a un petit secret. Prends notre planète, elle est entourée par des satellites, tous à des altitudes différentes pour pas se percuter. Et ben c'est pareil dans un atome, les électrons sont chargés négativement. Ils se repoussent comme les pôles d'un aimant. Pour éviter ça, ils s'organisent en couches électroniques, comme des orbites autour du noyau. 7 au total, une pour chaque ligne du tableau périodique. Oui, rien n'est construit au hasard. Quand une couche est pleine, les électrons remplissent la suivante. Ça bloque ceux situés en dessous. L'orbite la plus à l'extérieur est donc la plus importante. C'est elle qui détermine comment se comporte l'atome. Est-ce qu'il va être très réactif ou totalement inerte? Est-ce qu'il peut se lier à un autre atome? Ou deux? Sauf que ça s'arrête pas là. Chaque étage contient des sous-couches, les orbitales. Et ben les lanthanides et les actinides sont les seuls à remplir l'orbital F. Ça leur donne des propriétés chimiques et physiques différentes du reste du tableau. Bon, c'est la version simplifiée, pas le choix. Quand on essaye de ranger toute la complexité de la nature dans un simple tableau, il y a des ratés. Et on risque bientôt de devoir tout changer. Les scientifiques sont à la recherche de nouveaux atomes. On les a pas tous trouvés depuis le temps? C'est plus complexe que ça. D'où ils viennent? Est-ce qu'on en a raté en chemin? Est-ce que le tableau a vraiment une fin? C'est des questions que les instituts du monde entier se posent, dans l'espoir de découvrir un nouvel élément. D'où viennent les atomes? Nous sommes faits de matière stellaire, le cosmos est en nous. La phrase vient du célèbre astronaute Carl Sagan. Et pour le coup, il a raison. Au début du Big Bang, la matière n'existe pas. Tout n'est qu'un plasma de quartz-gluon. En quelques millionièmes de secondes, il refroidit. Assez pour s'assembler, formant les premiers protons et neutrons qui restent là, à rien faire. La chaleur est encore bien trop élevée, plus de 556 millions de degrés. Aucun noyau ne peut encore exister. Ça a dû prendre des millions d'années. Ça a pris 3 minutes. La suite a été beaucoup plus longue par contre, 380 000 ans, le temps nécessaire pour descendre sous les 2760 degrés. C'est là que les électrons ont été piégés, formant les tout premiers atomes. 90% d'hydrogène et 8% d'hélium. Et les 2% restants? Surtout du lithium et des traces de beryllium et de bore. Chaque fois, un proton, un neutron et un électron en plus. Mais attention, on est encore loin de voir des cailloux se former. Pour le moment, c'est juste des atomes isolés qui flottent au hasard, s'attirant entre eux jusqu'à former les premières étoiles. Mais c'est quoi ce... Pourquoi tout plante? Ah, il y a un virus sur le réseau! Qu'est-ce que je fais? Not on my watch! Problème réglé. Pourquoi t'actives jamais CyberGhost VPN? Mais j'oublie et j'ai peur de me planter et de faire n'importe quoi. T'as juste à ouvrir le logiciel et cliquer sur l'énorme bouton. C'est tout. CyberGhost VPN fait tout le reste. Il chiffre tes données et les rend intraçables. Oui, même sur certains sites bloqués par la nouvelle loi. On vous voit, petit malin. Après, c'est pas les seuls sur lesquels il peut vous aider. Amazon Prime, Disney+, Paramount, leur catalogue dépend du pays dans lequel votre IP est référencé. En un clic, plus de géorestrictions. Oh, en Angleterre, ils ont toute la série Sherlock, avec Benedict avec Doctor Strange. Surtout, le prix est pas le même. Mets-toi en Inde et l'abonnement Spotify coûte seulement 1,35€. Avec CyberGhost VPN, à peine 2€ par mois, tu restes hyper rentable. Pareil pour les billets d'avion et les hôtels. Surtout qu'avec un compte, tu protèges 7 appareils en même temps. Smartphone, TV, iPad, de quoi faire plaisir à la famille et aux copains. Et avec leur offre moins 83% et 4 mois offerts sur les abonnements de 2 ans, c'est juste cadeau. Ils sont tellement sûrs de leur service que c'est satisfait ou remboursé à 100% pendant 45 jours. Si vous voulez voir pourquoi 38 millions d'utilisateurs lui ont mis une aussi bonne note sur Trustpilot, je vous mets le lien en description. Bon, c'est pas tout ça, mais j'en étais où, moi? C'est dans le cœur des étoiles que naîtront les espèces suivantes. Un véritable four thermonucléaire, tellement chaud que les noyaux peuvent fusionner. Si 3 atomes d'hélium se percutent, ils donneront du carbone. Un de plus, et ça fait de l'oxygène. Plus l'atome final est gros, et plus il faudra d'énergie pour le créer. Heureusement, elles font pas toutes la même taille, créant des éléments du carbone jusqu'au fer. Les éruptions solaires font aussi un sacré travail, pas pour créer, mais disperser. On dirait pas comme ça, mais ce que tu vois, c'est 1,6 milliard de tonnes de matière projetées dans l'espace. Ça peut arriver une centaine de fois par semaine, rien que dans notre système solaire. Bon, on a à peine 20% du tableau là. Les espèces plus lourdes, comme le rubidium, l'étain ou le mercure, vont venir d'un autre acteur. Ça se produit quand une étoile au moins 8 fois plus grosse que notre Soleil épuise son stock d'hydrogène. Plus assez d'énergie pour supporter son propre poids. Le cœur s'effondre et implose, provoquant une des décharges d'énergie les plus
plus puissantes du cosmos, les supernovas. Plus de 60 nouveaux éléments, jusqu'au 92, l'uranium. Attends, il en manque encore pas mal. Le tableau est pas complet, tout ce qu'il y a après, ça vient d'où? Genre le plutonium, on en retrouve dans la nature, non? De la dernière puissance du cosmos, la fusion de deux étoiles à neutrons, ou d'une étoile et un trou noir. C'est de là que viendraient les espèces les plus lourdes, celles qu'on ne trouve qu'en infime quantité. Des phénomènes extrêmement rares, difficiles d'avoir des preuves. La première qu'on ait observée date de 2017, et la seconde, 2021. En étudiant la lumière émise par une collision, on a détecté la présence d'or et de métaux précieux. Les rayons cosmiques seraient aussi capables de briser les gros atomes pour en former des nouveaux. Le problème, c'est que tout ce qui dépasse l'uranium est un peu spécial. Attrapez-les tous! L'eau, la terre, le feu, l'air. Pendant longtemps, on pensait que c'était ça qui composait tout ce qui nous entoure. Heureusement, le père de la chimie est venu enterrer définitivement l'idée, en 1789. 20 ans plus tard, un autre scientifique débarque avec une théorie, la première ébauche d'atomes. C'est loin d'être parfait et il y avait pas mal d'erreurs, mais on était sur la bonne voie. Alors les chimistes ont expérimenté, à tâtons, essayant de comprendre le comportement et les propriétés de chaque élément connu. Mais comment les classer ? Par masse, par propriété, 3 par 3 ? Il y a eu des tentatives, mais ça coinçait toujours. Jusqu'à ce qu'on arrive à ce qu'on connaît tous aujourd'hui, le tableau de Mendeleïev. Alors, pour le coup, c'est pas celui d'origine. À la base, il ressemblait à ça. Beaucoup moins précis, mais avec un point commun. Les éléments sont rangés par famille. D'autres espèces avec lesquelles ils partagent des propriétés. Prenez la première colonne, les alcalins. Ne faites pas ça à la maison, mais si on met un morceau de sodium dans l'eau, il se passe ça. Si on passe au suivant, le potassium, c'est pire, et ça continue. Et ben déjà à l'époque, ils apparaissaient ensemble sur le tableau. Et le dernier de la colonne, le francium, ça donne quoi si on le plonge dans l'eau ? On n'a jamais fait le test. Il y en a que 20 grammes sur Terre et il est pas stable. En 22 minutes, il se désintègre. Chaque atome possède autant de protons que d'électrons. Pour l'hydrogène 1, le carbone 6, mais il y a une limite. Un noyau trop gros n'arrive plus à se maintenir et se brise. C'est la radioactivité. Techniquement, la radioactivité naturelle forte commence à partir de l'uranium. 92 protons, c'est beaucoup. Mais il peut contenir encore plus de neutrons. Comme ils n'ont pas de charge électrique, en rajouter ne crée pas de problème. Des isotopes. Il y a seulement 14 éléments naturels qui n'en ont pas. Tous les autres existent sous différentes formes, chacune avec des propriétés différentes. Le carbone par exemple. Ça, c'est la forme de base. On rajoute un neutron et ça devient un marqueur pour repérer la présence d'un microbe dans l'estomac. Encore un plus et on s'en sert pour déterminer l'âge des fossiles. Sauf que si on force trop, tout se casse la gueule. Prenez une bille de plutonium 238. La moitié de ces atomes disparaissent en 88 ans. C'est le temps de 2000 vies. 88 années plus tard, rebelote. La moitié a encore disparu. Pour devenir quoi ? De l'uranium 234. Il deviendra à son tour du radium, puis du radon, etc. jusqu'à un atome stable, le plomb. C'est la chaîne de désintégration. C'est pour ça qu'à partir du 94, le plutonium, on n'en retrouve presque plus dans la nature. Ils ont disparu. Tous les transuraniens sont donc créés par l'homme. Même ceux en dessous peuvent être très rares à cause de ce phénomène. Le 90, 14 milliards d'années de demi-vie. Plus vieux que l'univers. La stat, par contre, c'est à peine 8 heures. Ça en fait l'élément le plus rare sur Terre. 1 gramme sur toute la planète. Voilà pourquoi le tableau de Mendeleïev n'était pas parfait, il manquait d'infos. Il a quand même permis de prédire les propriétés et l'existence d'éléments encore non découverts. Mais il en a aussi prédit 8 autres qui n'existent pas du tout. Donc, pour pas se rater, on l'a rempli au fur et à mesure de nos connaissances. Tout est dans l'ordre proton par proton, de 1 pour l'hydrogène à 118 avec l'oganesson. Il en manque aucun. Mais ça explique toujours pas comment on a pu obtenir des atomes qui ont disparu. Créer de nouveaux atomes. Ça, c'est le cœur d'une centrale nucléaire. C'est là qu'on bombarde des isotopes d'uranium pour qu'ils se brisent et produisent de l'énergie. Parmi les déchets, un atome ramené à la vie, du plutonium. Même chose pour le numéro 93, le neptunium. À peine quelques minutes de demi-vie. On maîtrise enfin la fusion nucléaire ? Pas tout à fait. On les fabrique dans des accélérateurs de particules. On commence par retirer un ou plusieurs électrons à un isotope. Ça va permettre de l'accélérer pour former un faisceau qu'on balance directement sur une cible. Une feuille d'uranium ou de plutonium. L'impact est tellement
violent qu'on dépasse l'énergie nécessaire pour mettre les atomes en contact. Ça va tout éclater, comme dans un jeu de quilles, balançant des particules dans tous les sens. Mais au milieu de ce nuage de petites boules, certains noyaux ont fusionné. Et extrêmement instables, ils commencent à se désintégrer directement. Faut pas traîner pour les étudier. Les 8 derniers qu'on a découverts ont tous moins de 30 ans. Le plus récent en 2010, le ténécine. Et les scientifiques comptent pas s'arrêter là. Ils sont déjà en train de chercher un moyen de fabriquer les 119 et 120. Le problème, c'est leur temps de vie. Plus ils sont gros, plus ils disparaissent vite. Logan et Son, 0,7 millisecondes. À quoi ça sert si on n'a pas le temps de les utiliser? Ça nous permet d'en apprendre plus sur les lois qui régissent notre univers. Et même s'ils durent pas longtemps, ils peuvent être utiles. Le californium, par exemple. Les radiations qu'il émet sont utilisées en radiographie ou dans le traitement contre le cancer. C'est pour ça que les grands centres hospitaliers ont de quoi créer certains éléments. Oui, il y a des accélérateurs de particules dans vos hôpitaux. Plus précisément, des cyclotrons. Et puis ok, plus ils sont gros, moins ils vivent longtemps. Mais c'est peut-être pas tout le temps vrai. Les éléments 43 et 61, très peu de protons et de neutrons. Pourtant, aucun isotope stable. L'inverse pourrait bien avoir lieu. Un atome 119 ou 120, capable de résister, devenant une nouvelle matière révolutionnaire. Des atomes stables inatteignables. Plus de 3000, c'est le nombre d'isotopes qu'on a répertoriés. Vous imaginez si on les mettait tous sur le tableau? À peine 7% sont stables, quasiment tout ce qu'on connaît est radioactif. Ou presque, certains défient les lois qu'on pensait établies. Ça, c'est la stabilité en fonction du nombre de protons et de neutrons dans le noyau. Au départ, 1 pour 1. Logique, tu vas pas coller le triple de neutrons sur un atome aussi petit. Détrompe-toi, 1 pour 6, le plus gros ratio jamais atteint, l'hydrogène 7. Ça en fait aussi l'isotope qui dure le moins longtemps, 65,2 yoctosecondes. Dans le même temps, la lumière ne parcourt même pas 3 fois le diamètre d'un atome. Plus on monte sur la courbe et plus la zone de stabilité se décale, les petits points noirs au centre. Au bout d'un moment, plus rien ne résiste. Pourtant, il y a des exceptions. Le tellurium 128, 166 000 milliards de fois l'âge de l'univers. L'uranium 238 ou 235, le thorium 232, leurs temps de demi-vie sont largement supérieurs à leurs voisins. Est-ce qu'il pourrait y en avoir d'autres? Une zone où le ratio permet de stabiliser des atomes énormes, l'îlot de stabilité. Le Graal de tous les chimistes. Pour le moment, c'est juste une hypothèse. Un physicien a calculé la limite à 137, au-delà, les électrons seraient trop proches les uns des autres. Ils devraient atteindre la vitesse de la lumière pour ne pas se gêner. Aujourd'hui, on sait qu'un atome ne peut pas dépasser les 126 protons. Mais si l'îlot existe bien, on pourrait atteindre 168 ou 172. Je suis sûr qu'on peut facilement doubler ça. Quoi? Impossible. Monter au-dessus créerait des atomes supercritiques. Trop de charge au même endroit, créant un champ électrique assez fort pour générer des particules à partir de rien, déstabilisant toute la structure. Je parle pas de ça. On pourrait juste créer un autre tableau. On repart de zéro avec des anti-atomes. Chaque particule a son opposé. Même poids, même taille, mais une charge électrique inversée. On remplace les électrons par des positrons, les protons par des antiprotons, et les neutrons, vous avez compris. C'est de ça qu'est composée l'antimatière. Et c'est pas de la science-fiction. On en trouve dans la nature. Phénomènes astronomiques, rayons cosmiques, radioactivité, même dans les orages. Ouais, mais de là à fabriquer des atomes avec? On l'a déjà fait, des anti-hydrogènes. Non, on n'est pas dans de la science-fiction. Ils fonctionnent pas à l'inverse de la gravité. Les scientifiques ont fait le test. En les lâchant du haut d'un tube en verre, ils descendent juste en bas. Et concrètement, ils font quoi de plus? Pas grand-chose. Même caractéristiques et propriétés que leur homologue. À une différence près, s'ils entrent en contact avec des particules normales, ils s'annihilent. L'énergie de l'atome et de l'anti-atome s'annulent et ils disparaissent tous les deux de l'existence. Plus aucune trace. Ça les rend hyper difficiles à conserver. S'ils touchent les parois du flacon, pouf, plus rien. La première fois qu'on a réussi, c'était au CERN. 335 tentatives, juste pour stabiliser 38 anti-atomes. Et encore, à peine 2 dixièmes de seconde. Aujourd'hui, on a poussé le record à 16 minutes et 40 secondes pour 112 atomes. On va pas aller loin avec si peu. Surtout qu'on n'a pas les moyens d'en fabriquer plus. Depuis la première réussite en 95, la production mondiale n'a pas dépassé les 20 nanogrammes. Un gramme entier consommerait l'équivalent de 1,25 milliard de fois la consommation électrique de toute l'humanité. Il faudrait des milliers de milliards de dollars et ça nous prendrait des milliards d'années. Sûrement un objectif qui restera hors de notre portée. Contrairement à une bonne protection sur Internet. Pour ça, rien de plus simple, CyberGhost VPN. Cet appareil pour à peine 2 € par mois. Ce serait dommage de passer à côté. Le lien est sous la vidéo.
Avec les avancées de la technologie, on arrivera peut-être à repousser les limites du tableau périodique jusqu'à ses extrêmes. Est-ce qu'on aura alors percé tous les secrets de la chimie et de la physique? Pas gagné. Les atomes et les particules forment tout ce que l'on connaît, pourtant c'est même pas 5% de notre univers. Bien au-dessus, on a la matière noire, invisible. Elle n'absorbe pas la lumière, n'en émet pas, pourtant elle est là. Sa gravité se fait ressentir et elle joue un rôle important dans la formation des galaxies. 27% du cosmos, alors qu'on ne sait quasiment rien à son sujet. Et c'est pas le plus grand mystère qu'il nous reste. Les 68 restants sont formés par l'énergie sombre. Elle pousse l'univers de plus en plus vite dans son expansion. Mais on n'a aucune idée d'où elle vient, ni aucune preuve de son existence. On n'est pas prêt de voir les technologies de films qui s'en servent voir le jour. Mais vous pouvez continuer à en rêver, car en la matière, tout reste à explorer.